Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour, oui, j'entends l'écho. Donc, écoutez, quand vous êtes prête, mon ami là-bas va vous faire un décompte Oui. à la fin. Et s'il y a quelque chose, vous parlez à elle. D'accord, parfait. Bonne chance. Merci. Bonjour, merci de vous joindre à nous. On peut commencer? Donc, aujourd'hui, Laura Julie Perrault et moi, Laïla Malouf, on va vous parler de livres et de voyages. Alors, je suis journaliste aux pages littéraires de la presse et Laura Julie, elle est chroniqueuse aux affaires internationales. Elle travaille à la presse depuis 2001. Elle a aussi cofondé le Fonds québécois en journalisme international et elle enseigne le journalisme international à l'Université de Montréal. Et depuis qu'elle est très jeune, elle a la piqûre du voyage. En fait, ça a commencé par un voyage à Rome en secondaire 3. Et depuis, tu n'as pas arrêté de voyager. Tu savais que tu voudrais voyager dans la vie et tu as voyagé dans une 60aine de pays? Oui, je dirais à peu près 60. Mais en fait, la vraie piqûre du voyage a commencé encore plus jeune. Puis je vois qu'il y a plein de jeunes lecteurs ici aujourd'hui. En fait, c'est un livre qu'on m'a donné quand j'avais 4 ans. Un livre sur la Russie où une poupée russe, une matrioshka, jouait de la balalaïka dans une troïka. Et donc, c'était assez cliché. Mais à partir de 4 ans, j'ai voulu partir pour la Russie, même si à l'époque, c'était en pleine URSS. La Russie n'avait pas de très bonne réputation, mais moi, je trouvais que ça avait l'air vraiment chouette. Et même si c'était un livre excessivement cliché, des fois, juste ce goût de l'ailleurs, cette esthétique qui était différente, ça attirait déjà là, à un âge très jeune. Donc, c'était déjà à cet âge-là. Et oui, Rome, ça a été ma première chance de sortir du Québec. En pleurant au début parce que je laissais mes parents pendant 2 semaines. Mais je me rappelle, j'étais revenue à l'aéroport et ma mère m'avait dit « Puis, t'es contente d'être à la maison? » Je l'avais regardé, j'ai dit « Je repars quand? » Et ma mère me dit encore que c'est le jour que je lui ai brisé le plus le cœur, mais elle a dit qu'en même temps, ça l'a préparé pour ce qui s'en venait après. Parce que tu as passé beaucoup de temps en Russie par la suite. Tu es restée plusieurs années, une année au complet, en fait. Oui, je suis allée en Russie dès que j'ai pu y aller. Donc, j'avais 20 ans. Je suis partie pendant mes études à l'université. J'ai appris le russe. Et donc, je m'étais dit, j'aimerais aller passer un été en Russie. C'était juste après la chute de l'URSS. Donc, on est autour de 1995. Et c'était encore la Russie un peu, je l'appelle ça le Far Est. C'était la période où la mafia emmenait vraiment large à Moscou. Mais pour une jeune Canadienne qui débarquait là-bas, c'était une ville très hospitalière. Donc, les Russes étaient très contents de voir des étrangers arriver. Et donc, je suis allée m'installer là pour la première fois. Donc, c'était l'été 95. Et j'y suis retournée juste à la fin de mes études. Donc, j'avais commencé comme journaliste au Soleil. D'ailleurs, le premier texte que j'ai écrit de toute ma vie était sur la Russie. J'avais raconté dans un long texte de 2000 mots au Soleil mes rencontres avec des jeunes Russes. Alors, je m'étais fait des amis qui vivaient dans un squat. C'était des bouddhistes qui vivaient dans un squat au centre-ville de Moscou. Et c'est vraiment avec eux que j'ai vraiment appris le russe parce que je l'avais appris à l'université, mais j'ai commencé à le parler à ce moment-là. Et ça avait été mon introduction à la Russie et à la littérature russe parce que même si j'avais lu plusieurs choses avant, c'était un de nos sujets de conversation. C'était justement la littérature et comment on pouvait comprendre la Russie par les livres. Donc, ils ont été de très bons conseils. Et je voulais savoir, Laura Julie, quels sont les livres qui t'ont fait voyager en Russie par la lecture? Peut-être, j'ai acheté, en fait, pour revenir à l'enfance, j'avais gagné un concours de littérature en 2e année du primaire et ça venait avec 30 $ de bons d'achat pour une librairie à Lévis, ma ville natale. Et donc, je suis allée et je suis tombée sur Guerre et paix. Et j'ai acheté Guerre et paix en 2 tomes parce que je me disais que la quantité de papier que j'avais pour 30 $ était très, très, très bonne. Et donc, je n'ai pas lu Guerre et paix avant de vivre à Moscou, où là, en fait, ça m'a pris 1 an de lire, mais je l'ai lu que dans le métro de Moscou.
Et ça a été une façon d'aborder la conversation avec les Russes. Oui, en fait, il n'y a pas une seule fois que j'ai ouvert le livre dans le métro, puis c'est pour ça que ça a pris autant de temps, sans qu'un Russe vienne s'asseoir à côté de moi et me pique une jasette. Et je pense que tout le monde sait ici, en général, les Russes sont très chaleureux quand on est chez eux, mais dans la rue, c'est pas nécessairement toujours le peuple le plus facile d'approche. Mais là, moi, j'ai eu complètement le contraire de l'expérience, parce que justement, en ouvrant par la littérature, ça ouvrait à toutes sortes de conversations. Donc, j'avais des jeunes de 10-12 ans qui venaient me parler du livre, autant qu'il y avait des dames de 70-72 ans, donc celles qu'on appelle les babouchkas, qui sont vraiment une icône de la vie à Moscou, et en passant par des hommes d'affaires. Il y avait toutes sortes de monde qui venaient me parler. Donc, moi, j'ai appris un peu la Russie tout en lisant Guerre et paix, en demandant aux gens ce qu'ils en avaient retiré aussi. Mais je ne l'ai pas lu en russe, malheureusement. Je n'ai jamais été capable de le lire à ce niveau-là. Je l'ai lu en français. Mais ça a été quand même un livre vraiment marquant. Avant d'aller en Russie, par contre, j'avais lu énormément de Dostoïevski. Donc, ça m'a amené directement à Saint-Pétersbourg. C'est la première ville où je suis allée vivre parce que j'étais tellement imprégnée de son univers. Et j'ai pu voir tout de suite en arrivant que Dostoïevski et Saint-Pétersbourg, c'est indissociable. Donc, non seulement on a une idée de la culture russe de l'époque, mais on a surtout l'atmosphère de Saint-Pétersbourg, qui est une ville magnifique, mais qui a été bâtie sur les os des gens qui sont morts, en fait, en la construisant, et sur le drame. Donc, c'est une ville de drame, et on sent ça très fortement dans la littérature de Dostoïevski. Donc, c'est très utile. Il y a aussi des étrangers qui t'ont fait voyager par leurs livres en Russie. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Limonov d'Emmanuel Carrère, qui est maintenant, je pense, un classique. Je trouvais que pour faire le portrait des 20 années de la fin de l'URSS jusqu'à les 20 années, donc après, qui ont suivi la nouvelle Russie post-soviétique, il n'y a pas mieux. Je veux dire, c'est vraiment un portrait extraordinaire. Et peut-être la vision extérieure d'Emmanuel Carrère sur la Russie nous permet aussi d'embarquer très bien dans ça, même si on s'entend que c'est un livre qui a des parties, je veux dire, on parle de sexualité dans le livre de manière assez particulière, on parle de beaucoup de choses, mais c'est quand même un livre qui, selon moi, brosse un portrait, comme peu de gens ont réussi à le faire, de la partie contemporaine, parce qu'un défi de la littérature en Russie, c'est qu'on a beaucoup moins accès, comme francophone ou même en anglais, aux livres contemporains. Donc, c'est beaucoup plus la littérature classique qu'on a tendance à lire quand on va en Russie, plutôt que de regarder ce qui se fait aujourd'hui. Et j'espère qu'il y aura plus de textes russes contemporains qui seront traduits éventuellement. Justement, j'avais lu le livre de l'eau de Limonov, qui est considéré par la plupart, et dont Emmanuel Carrère comme son meilleur livre. C'est un roman autobiographique où il raconte sa vie de baroudeur, ses voyages, quelque chose d'extraordinaire. C'est assurément un livre à lire si on veut connaître un peu plus Limonov, le personnage, la Russie, entrer un peu dans les coulisses de cette Russie qui a été longtemps très fermée au monde. Est-ce que toi, tu en as lu d'autres, des livres aussi plus liés à la Russie contemporaine? Écoute, il y a André Makin, mais qui est très connu, mais lui, très associé à la France aussi. Il raconte une Russie d'une autre époque. Mais je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs contemporains russes qui se font traduire en français. Mais il risque d'y en avoir plus dans les prochaines années. Et d'ailleurs, on a eu ce même problème-là avec l'Iran pendant longtemps. On n'arrivait pas à trouver beaucoup d'auteurs iraniens qui se faisaient traduire en français. Moi, j'ai lu Parisa Reza il y a quelques années. En 2015, elle a sorti le premier de ses 3 livres, mais elle vit en France depuis les années 80, depuis 1980. Et elle écrit en français. Donc, elle raconte un Iran d'une autre époque, le début du 20e siècle jusqu'aux années 60-70. Mais cet été, j'ai lu un nouveau roman, donc qui est sorti au mois de juin, de Amir Hamadi Aryan, qui s'appelle « Et la baleine l'engloutit », qui est sur l'histoire d'un chauffeur d'autobus qui se fait emprisonner de façon totalement arbitraire et qui se fait torturer. Donc là, on a vraiment une vision plus contemporaine de l'Iran, mais pas une vision très enjouée, mettons, hein.
Et toi, de l'Iran, d'ailleurs, Laura Julie, c'est un pays où tu t'es rendu beaucoup, là. Oui, je suis allée 3 fois en Iran. Et donc, c'est le genre de pays où, justement, on veut préparer son voyage avant d'arriver. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte en voyage, puis je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on va dans un pays puis on a l'impression de rester sur notre faim. Hein? On parle, on voit des beaux endroits, on mange des plats extraordinaires, mais avoir accès à la mentalité, à la différence culturelle, des fois, c'est plus difficile parce que nécessairement, on ne parle pas nécessairement la langue. Et souvent, justement, c'est la littérature qui ouvre cette porte-là parce que ça nous permet souvent de se plonger dans la tête de quelqu'un de ce pays-là. Et donc, pour l'Iran, c'est un pays où, justement, souvent, on le voit de l'extérieur, beaucoup de gens craignent l'Iran à cause des nouvelles, comment on le couvre aussi, nous, comme journalistes. Hein, c'est souvent les mauvaises nouvelles qu'on sort de l'Iran. Et donc, d'y aller par la littérature, ça aide beaucoup parce que, notamment, des poètes extraordinaires en Iran, c'est un pays littéraire. Donc, moi, notamment, c'est ça, j'avais des amis, j'ai beaucoup amis iraniens à Montréal, donc eux ont pu me guider dans mes choix. Et bien sûr, il y a bien sûr la littérature classique comme Omar Khayyam et tout ça, mais il y a aussi des poètes plus contemporains. Il y en a une notamment, Forough Farrokhzad, qui est vraiment une grande poétesse. Et en 2015, tout son travail a été publié en français aussi. Donc là, on commence à voir poindre ce genre de livres, d'essais. Et aussi, j'ai beaucoup aimé le livre de Delphine Minoui, qui est une journaliste irano-française. Et elle a écrit « Je vous écris de Téhéran », qui est une lettre à son grand-père. En fait, elle est allée s'installer en Iran comme journaliste pendant 2 ans, mais elle a décidé d'écrire une lettre à son grand-père, plus sur la vie de tous les jours en Iran, sur sa propre expérience, comment elle confrontait ce qu'on lui avait appris de sa culture à l'extérieur, puis ce qu'elle vivait à l'interne. Et ça, j'ai trouvé que c'est un livre vraiment super utile pour comprendre l'Iran. Il se lit comme un charme, il est écrit en français. En plus, donc, on sent en plus le souffle. Et je le fais lire à mes étudiants en journalisme international parce que justement, je me dis, ça montre en fait tout l'intérêt d'être sur le terrain longtemps parce qu'elle va bien au-delà de la surface. Elle réussit à aller. En plus, parce qu'elle a déjà les clés de la culture, ça aide beaucoup aussi. Mais le livre qui m'avait convaincue d'aller en Iran avait été écrit par Alison Waring. Il n'a jamais été traduit, mais il s'appelle Honeymoon in Purdah. Et c'est une journaliste canadienne-anglaise qui est allée faire un long voyage de 3 mois en Iran. Et après avoir lu son livre, j'ai fait la demande de visa. Je me suis dit, c'est vraiment possible de le faire. Donc, souvent, le livre, en tout cas, moi, surtout quand il y a une destination qui me semble plus inaccessible, je trouve que le livre, souvent, avant d'être même demandé le visa, ça nous ouvre un petit peu la porte du pays et ça nous met en appétit pour ce qui s'en vient. Puis ça fait tomber la peur, souvent, aussi beaucoup. Mais il y a un pays, justement, où tu es allé pour la première fois sans avoir lu de livre sur ce pays-là, c'est l'Inde. Et quand tu es revenu, tu as commencé à lire sur l'Inde et puis c'est là que tu as eu envie d'y retourner. Oui, c'est ça. J'étais partie en reportage en Afghanistan, donc je m'étais préparée pour l'Afghanistan là, à 100 000 à l'heure. J'ai toute une collection de livres afghans. Je m'étais préparée pour ça. Puis après, je prenais 2 semaines de vacances en Inde. Mais je ne m'étais pas vraiment préparée pour. Je suis juste débarquée en Inde. Puis au retour, j'avais dit à un de mes amis, j'ai dit « Ah, moi, l'Inde, ça ne m'a pas fait grand-chose. » Puis il m'avait regardé en disant « Mais voyons donc, l'Inde, ça ne t'a pas fait grand-chose. Ça fait pas mal blasé. » Et je me suis dit « Ouais, je pense que je suis passée un peu à côté peut-être du pays. » Et je me suis mis à lire, mais de manière frénétique sur l'Inde, surtout que la littérature indienne est très accessible parce que puisque beaucoup de grands livres sont écrits en anglais, ils ont été aussi traduits en français, il y en a aussi en anglais. Mais donc, c'était très facile de trouver des livres extraordinaires. Je pense notamment à un des livres qui est peut-être le plus connu, mais L'équilibre du monde de Rohinton Mistry, Rohinton Mistry est installé à Toronto, mais le livre est profondément donc, sur toute la dynamique des castes, des différences de classe sociale. Donc, c'est vraiment assez extraordinaire comme livre. Il y a aussi Le Tigre blanc. Oui, Le Tigre blanc, qui, selon moi, est le meilleur livre que j'ai lu en Inde pour comprendre toute la dynamique sur le serviteur, le maître. Et ils en ont fait d'ailleurs une adaptation de Netflix. Mais le livre vaut vraiment la peine d'être lu. Il a été écrit en plus par un journaliste
qui a couvert l'Inde, c'est un journaliste indien, donc qui a trouvé ce moyen-là de raconter son pays, de l'expliquer. Et moi, ça a été vraiment important parce qu'après avoir lu beaucoup de livres, la presse m'a annoncé qu'il m'envoyait 3 mois en Inde. Alors, c'était une surprise, mais j'étais vraiment prête ce coup-là. Et en fait, mon coup de cœur avec l'Inde, beaucoup de gens y vont pour la spiritualité, tout ça. Moi, vraiment, ma connexion avec l'Inde, c'était la culture intellectuelle. J'ai trouvé ça extraordinaire. L'indépendance d'esprit des Indiens et comment, par la littérature, on avait accès à ça. Mais après aussi, j'ai pu en parler avec des professeurs d'université, des journalistes, des écrivains, plein de gens que j'ai pu rencontrer pendant mon voyage. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir accès à un autre monde d'une grande richesse. Moi, il y a un livre très récent, d'ailleurs, il est sorti au début de l'année, que j'ai beaucoup aimé. C'est une auteure indienne, mais qui vit aux États-Unis maintenant. Elle s'appelle Matangi Subramanian. Ça s'appelle Les Toits du paradis. C'est un excellent livre sur le quotidien de 5 enfants dans un bidonville de Bangalore. J'ai trouvé ça touchant, bouleversant, mais aussi c'est comment les casques sont tellement hermétiques, c'est difficile de pouvoir changer de vie en Inde à cause de ce système-là qui est très ancré. C'est ça, le tigre blanc, c'est justement là-dessus. En fait, c'est sur quelqu'un qui décide qu'il va payer un prix très élevé pour se libérer de ce système de caste-là. Et c'est exactement ça. Moi, je trouvais qu'il expliquait bien. Donc, si tu veux le faire, ben ça va te coûter très, très cher. Donc, voilà. Exact. Mais ça vaut la peine de lire ça parce que c'est vrai que quand on est en Inde au jour le jour, on ne comprend pas toujours ça, les interactions et le poids de certaines traditions. Même s'il y a des choses qui changent en Inde, maintenant, il y a une plus grande classe moyenne. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui, par le travail, finissent par s'affranchir en partie de leur caste. Mais le jour où ils vont se marier, ça leur revient au visage parce que là, ça devient quelque chose de très important. Donc, qui ils vont pouvoir marier? Et on pense toujours que le système de caste est seulement contraignant pour ceux qui sont des basses castes. Mais moi, pour l'avoir vu, ceux qui sont des hautes castes en souffrent aussi. Parce que ça leur coupe l'accès à plein de monde dans leur propre société. Donc, moi, j'ai connu des filles professionnelles, brahmanes, donc de la caste qui est considérée la plus élevée, qui ont été incapables de se marier parce qu'elles gagnaient trop d'argent. Et donc, il n'y a personne qui considérait qu'ils étaient au même niveau qu'elles. Donc, elles se sont ramassées un petit peu esselées dans ce système de caste-là. Donc, c'est de comprendre tout ça, c'est compliqué, mais ça enrichit tellement un voyage et des interactions aussi avec les gens. C'est encore une fois une autre preuve que les livres, les romans peuvent nous ouvrir une porte sur des univers qu'autrement on ne pourrait pas découvrir. Parce que ce serait très difficile. Par exemple, je pense à la Turquie où tu as beaucoup, beaucoup voyagé. Il y a des livres que j'ai lus d'auteurs turcs comme Hakan Günday sur, entre autres, son roman « Encore » sur des passeurs de clandestins qui vivent aux frontières est de la Turquie. Et donc là, c'est vraiment des choses auxquelles nous, comme voyageurs, touristes, on n'a pas accès. Et là, on découvre ce monde-là. Et d'ailleurs, la Turquie, tu as lu beaucoup d'auteurs turcs aussi, en plus d'avoir voyagé. Pas autant que je voudrais en avoir lu. C'est sûr, j'ai essayé d'abord de lire Orhan Pamuk, qui a gagné le prix Nobel de littérature. Malheureusement, pour moi, avec Orhan Pamuk, ça ne fonctionne pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Après 300 pages d'un livre, j'ai vraiment envie de me lancer en bas du pont du Bosphore. Mais je sais qu'il a un immense... il y a beaucoup d'adeptes. Par contre, je suis vraiment une fan d'Elif Shafak, qui est une femme auteure et qui a écrit le plus gros best-seller de l'histoire de la Turquie, qui est Rumi, mon amour, qui a été traduit aussi par 40 Rules of Love en anglais. Et je dirais qu'Elif Shafak, c'est pas une littérature très, très fine, mais elle a tellement le don de raconter des histoires et d'accompagner, justement. Donc, quand on est en Turquie, j'ai lu pendant des vacances en Turquie Sinan, l'apprenti de l'architecte, et c'est sur l'architecte Sinan. Et on ne peut pas se promener dans Istanbul sans tomber sur le travail de Sinan. Et donc, je trouvais que ça accompagnait très bien le voyage. Notamment, il y a énormément d'informations sur Hagia Sophia, Sainte-Sophie, et sur toute la bataille autour de Sainte-Sophie qui est encore contemporaine. On l'a su récemment, là, Erdogan a décidé de retransformer Sainte-Sophie, qui était un musée,
en mosquée. Mais en retournant dans le livre, justement, on repasse à travers toute la bataille qu'il y a eu. Donc, c'est passé d'une église à une mosquée, à un musée et là, de retour à une mosquée. Et donc, le livre d'Elif Shafak nous accompagne là-dedans et nous donne un peu plus de profondeur. C'est en effet une auteure à lire, assurément. Et pour revenir à Orhan Pamuk, si il y en a que ça intéresse, il y a un roman qui est un peu plus accessible, je dirais, premièrement parce qu'il est plus court, mais aussi le sujet s'y lit très bien. C'est La femme aux cheveux roux. C'est paru il y a 2 ans. Et c'est un roman initiatique. C'est un adolescent qui tombe en amour avec une comédienne qui joue dans une troupe de comédiens ambulants et qui sont de passage dans sa ville. Et donc là, c'est un peu... on plonge un peu dans toute cette histoire de comment la société turque est en même temps très libre, très ouverte, même si d'un autre côté, elle est régie par des traditions assez contraignantes. Et donc, j'imagine que c'est quelque chose que tu as pu remarquer aussi à travers tes voyages. Oui, absolument, absolument. Mais je me demandais, Leila, toi, est-ce qu'il y a déjà un livre, la lecture d'un livre qui t'a inspiré en voyage, qui t'a envoyé en voyage? Moi, c'est des romans policiers. C'est Enig Mankel qui m'a envoyé en Scanie, dans le sud de la Suède. Je suis allée dans toutes les villes dont tu parlais, des petits villages, des endroits où c'était presque impossible de se rendre en autobus. Il fallait finir le trajet à pied. Juste pour voir ces lieux dont tu parlais, parce qu'il y a une façon de raconter la Suède, la Scanie en particulier, qui m'a vraiment marquée. Et aussi, l'Islande, j'y suis allée à cause de ces auteurs de romans policiers. Le premier, c'était Arnaldur Indridason. C'était le seul qui écrivait des polars à l'époque. Puis depuis, il y en a plein, des polars islandais, il y en a plein maintenant. Donc c'est vraiment... oui, dans ce cas-là, ce sont les livres qui m'ont donné envie de voyager. Moi, Samarcande, d'un certain Amin Malouf, qui est apparenté. C'est vraiment ce qui m'a inspiré, un voyage d'1 an en ex-URSS et dans toute l'Asie centrale. Et j'avais vraiment l'impression, en arrivant à Samarcande, là, de toucher à un trésor. Et c'est un livre qui n'est pas très long, en plus, que j'ai dû lire 5 ou 6 fois. Il n'y a pas grand livre que j'ai lu autant, mais qui m'a vraiment marqué. Puis je m'étais assurée d'amener le livre avec moi parce que j'avais l'impression qu'il fallait que le livre rencontre la ville. Je ne devais pas être la première à le faire, mais quand même, quand je suis allée en Asie centrale, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. C'est en 2001 et c'était très, très difficile d'avoir des visas. C'était très difficile de voyager dans la zone. Donc, en tout cas, moi, j'étais contente de présenter le livre à la ville. C'est un très beau livre, oui. Et il y a un autre livre aussi que tu lisais pendant un de tes voyages en Turquie qui t'a accompagné vraiment pendant tout le voyage. Oui, Emmanuel Carrère, Le Royaume, que je lisais pour un club d'essai. Ma rencontre avec mon club d'essai était juste après le voyage, donc je suis partie avec le livre en me disant OK, c'est pas vraiment dans le thème de la Turquie, mais bon, j'aurai le temps de le lire. Et finalement, ça marchait particulièrement bien parce que quand on arrive en Turquie, surtout sur la côte égéenne, toute la naissance du monde chrétien est autour d'Éphèse et des villes autour. Donc, c'était le thème du livre, c'était la naissance de la chrétienté, l'impact des Grecs aussi sur la naissance de la chrétienté. Et j'avais vraiment l'impression que le livre avait été écrit pour mon voyage. Et j'étais avec mes parents, je les avais amenés avec moi en Turquie et je leur donnais presque des cours magistraux sur ce qu'on était en train de voir, que moi j'avais vu plusieurs fois, mais là je découvrais toute une nouvelle profondeur grâce au livre. Donc ça a été vraiment très nourrissant comme lecture. Et il y a en fait, c'est pas un pays, c'est un continent où tu t'es rendu, tu as visité beaucoup de pays de ce continent où tu avais de la difficulté à un certain moment à trouver des livres. L'Afrique. Donc là, est-ce que tu trouves que ça a changé depuis? Est-ce que tu as commencé à lire des auteurs africains? J'ai pas encore eu le temps d'en lire, sauf que là, cette année, j'étais très contente de voir que le Goncourt a été donné à un auteur africain. Oui, de Tanzanie. Oui, il y a 3 grands prix, en fait, cette année, non? Qui ont été donnés à des auteurs africains. Et effectivement, il y a le Goncourt le 3 novembre. Il y a quelques semaines, là, c'est allé au Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr pour La plus secrète société des hommes. C'est un excellent roman, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Et ironiquement, le roman, il raconte comment un auteur africain
qui habite à Paris, essaye de percer, mais qui reste coincé dans cette espèce de ghetto africain, comme il le dit, qui est remarqué juste par des médias africains comme Le Monde Afrique et qui n'arrive pas à faire sa place dans le milieu littéraire français. Puis il dit justement, quand il a remporté le Goncourt, il a dit que c'est un signe très important que là, que ce soit décerné pour la première fois là, de l'histoire du Goncourt à un auteur qui vient de l'Afrique subsaharienne. Oui, parce que moi, je me rappelle d'un voyage au Kenya où j'avais vraiment envie d'avoir un roman pour m'accompagner dans mon voyage. Et j'ai cherché. C'était très difficile de trouver des auteurs, même en anglais, alors que c'est un pays anglophone. J'ai même cherché sur place et je me suis ramassée avec un livre qui s'appelait Le White Maasai, donc le Maasai blanc, qui était écrit par une blanche qui racontait son histoire d'amour avec un Maasai. C'est correct, là, ça a accompagné mon voyage, mais je m'étais dit, bon Dieu, que j'ai l'impression que je passe à côté de beaucoup de choses. Donc, je suis très contente de voir que tout à coup, on va enfin avoir accès à plus de littérature africaine. Longtemps, moi, notamment pour l'Iran, c'est quand je passais à Paris que j'allais dans les librairies et que je trouvais les livres iraniens. Je pense notamment à La Chouette Chauve, qui est un des grands classiques. C'est un peu le Crime et Châtiment, mais de l'Iran, et que j'étais incapable de trouver au Québec. Maintenant, c'est plus facile avec les services en ligne. Mais en France, par contre, là, on trouvait beaucoup plus de choses. Effectivement. D'ailleurs, il y a le franco-congolais, là, je reviens à l'Afrique, Alain Mabankou, qui, justement, parce qu'il écrit en français, a pu être traduit. Mais c'est vraiment, ça passe tout le temps par la France si on veut avoir accès à des livres pour nous. Sinon, c'est ça, c'est quelques exceptions qui se font traduire de l'anglais encore, mais là, justement, Alain Mabankou, avec son livre Mémoire de Porc-Épic en 2006, qui avait remporté le prix Renaudot, qui avait pu, disons, le mettre sur la carte, un peu le faire connaître. Donc, il faut tout le temps que ça passe par, je dirais, l'Occident, comme tu dis. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que le prix Nobel, par contre, a mis de l'avant beaucoup d'auteurs. Notamment, il y a eu des prix Nobel japonais, il y a eu des prix Nobel. Et à chaque fois, ça nous permet d'avoir enfin accès à ce travail-là parce que tout à coup, on se met à les traduire dans presque toutes les langues du monde. Donc ça, je suis toujours assez contente de voir que le prix Nobel joue ce rôle-là. Il a une mission importante. Oui, exactement, parce que c'est non seulement sur faire connaître certains auteurs, mais sur leur diffusion. Et toi, justement, Laura Julie, tu avais un rêve depuis longtemps qui est de faire une espèce de vitrine pour tous ces livres qui viennent de partout dans le monde. C'est une sorte de librairie internationale? Oui, mais ma bibliothèque à la maison est organisée par pays. Donc, je rêverais d'une librairie qui ferait ça, en fait, qui diviserait le monde par pays. Il y a la librairie Ulysse qui vend des livres de voyage, mais moi, je voudrais qu'on vende aussi toute la littérature qui est accessible en anglais, en français. Des romans, des essais. Des romans, des essais, des récits de voyage, que tout ça soit dans un endroit. Donc, quand on préparerait un voyage, on aurait à aller à la librairie et on trouverait tout ce dont on a besoin, incluant peut-être aussi des conférences et d'autres activités qui nourriraient par la littérature, justement, la préparation du voyage. Parce que quand on peut commencer à voyager dans un livre avant même d'arriver sur place, moi, je trouve qu'on savoure tout un peu plus quand on a d'abord arrivé par le livre, quand on arrive sur place, parce qu'on voit des choses qu'on ne verrait jamais sinon. Le Lonely Planet, moi, j'en suis une accro. Je pense que j'en ai à peu près 150 à la maison. Mais ça ouvre des portes pour la logistique, pour préparer. Je vais prendre l'autobus à tel endroit et tout ça, mais ça nous prépare pas l'âme nécessairement à rencontrer un autre pays, un nouveau pays. Donc, Est-ce que tu prépares des voyages pour l'avenir proche, disons? Oui, un retour en Russie. Parce que c'est le 30e anniversaire cette année de la chute de l'URSS. Donc, j'ai envie d'aller y faire un tour pour prendre le pouls 30 ans plus tard et revoir mes amis squatteurs dont je vous parlais au début, mais aussi faire beaucoup d'autres choses. Peut-être aller me promener dans l'extrême-orient aussi de la Russie. J'aime bien, à chaque fois que je retourne en Russie, d'essayer des nouveaux endroits. Et là, justement, je pense Sibérie. Donc,
En tout cas, je vais probablement retourner dans Solzhenitsyn et dans d'autres textes plus classiques sur la Sibérie, mais essayer aussi de trouver ce qui s'y est écrit récemment. Exactement. Je suis sûre qu'il y a de belles découvertes à faire. Et toi, est-ce que tu prépares un voyage? En fait, moi, je planifie pas de partir tout de suite, mais je me dis, ça fait depuis quelques années que je lis beaucoup de littérature japonaise et je me dis, quand ça va être un peu plus possible, ma prochaine grande destination, c'est le Japon, parce que là, je lis de tout sur le Japon, des romans policiers, des romans, des nouvelles, des essais. Je suis en train vraiment de dévorer la littérature japonaise et on a la chance d'avoir eu beaucoup de traductions qui sont arrivées depuis les Jeux olympiques qui ont été reportés. Donc, en fait, depuis presque 2 ans, on a beaucoup de traductions qui nous arrivent du Japon. Et il y a aussi une maison d'édition française qui s'appelle Atelier Akatombo qui ne se consacre qu'à la littérature japonaise. Donc là, c'est vraiment... Eux, ils sont spécialisés dans la littérature de genre, mais ils ont beaucoup de belles propositions à nous faire. Puis aussi les éditions Philippe Piquier qui en ont traduit beaucoup aussi. Donc, comme quoi, les Jeux olympiques sont aussi une bonne raison pour découvrir la littérature d'un pays. Donc, ça nous a ouvert beaucoup de portes parce qu'en effet, pendant assez longtemps, il fallait surtout lire en anglais pour trouver des romans japonais. Donc, ce sera mon prochain grand voyage et j'ai très, très hâte. Est-ce que tu as des livres que tu nous suggérerais si on... Oui. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu cet été, de Inoue Kareo. Je prononce mal son nom, mais ça s'appelle L'Ode aux choux sautés. C'est très bon. Et là, j'ai hâte de relire. Il y a un nouveau livre, c'est aux éditions Piquier aussi, qui sort, où elle a écrit une nouvelle parmi 4. Et donc là, c'est sur la même thématique. Ils appellent ça c'est une collection qui fait de la littérature gastronomique. Donc, c'est vraiment autour de la table, des plaisirs de la table. Donc, ils parlent de cuisine japonaise. Et donc, L'Ode aux choux sautés, je l'ai adoré. C'est un livre que je vous recommande. Il faut le lire. Si vous aimez le Japon ou la cuisine japonaise, c'est vraiment un beau livre. Et... c'en est un parmi tant d'autres. Parce que si jamais vous voulez lire du roman policier, il y en a un très bon aussi. L'auteur s'appelle Tetsuya Honda. Et lui, il a une héroïne. Et puis encore là, c'est intéressant. Ça nous montre une façade de la société japonaise où les femmes sont vraiment ont vraiment beaucoup de difficultés à s'intégrer professionnellement. Donc là, la difficulté à se faire respecter comme lieutenante et d'imposer son autorité sur ses collègues masculins. Donc, c'est vraiment un très bon auteur, Tetsuya Honda. Donc, je pense qu'on a terminé. Oui, OK. Mais justement, on s'était dit, après avoir parlé pour faire ce petit atelier aujourd'hui, on s'est dit que ça serait vraiment chouette de savoir ce que les lecteurs, eux, ont retenu de leur voyage et tout ça. Donc, on va faire un appel à tous dans la presse dans les prochaines semaines, justement peut-être pour monter une librairie virtuelle qui donnerait des suggestions de lecture à faire pour chaque pays que vous aurez envie de visiter. Donc, on s'est dit que peut-être on en ferait une œuvre au bout du compte avec les suggestions des lecteurs. Sur les livres qui vous ont fait voyager ou qui vous donnent envie de voyager, qui vous font voyager de façon différente. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là et bon salon. Merci, Laïla. Merci Laura Julie.